Le fascisme a germé sur les champs de bataille sanglants de la Première Guerre mondiale. L'Italie s'était battue aux côtés de la Grande-Bretagne, la France et la Russie contre l'Allemagne et l'Autriche. Mais après 2 années d'une guerre de tranchées atroces et sans issue, l'armée italienne avait été débordée lors de la bataille de Caporetto en 1917. Brusquement, les Autrichiens ont enfoncé les lignes italiennes, provoquant une véritable panique. L'Italie perdit ainsi une bonne partie de ses conquêtes, sans compter les territoires qu'elle espérait récupérer grâce à la guerre. Ce fut une débâcle presque catastrophique qui mit fin à la participation de l'Italie au conflit. La défaite de Caporetto porte un coup terrible à la classe dirigeante. 650 000 soldats refusent de combattre, préférant fuir ou se rendre. Parmi ceux qui prennent part à cette retraite désespérée se trouve Ettore Ovazza, membre d'une riche famille de banquiers turinois. Ettore était parti au front joyeusement, comme beaucoup de ses pareils. À l'instar d'une bonne partie de la classe moyenne, ils étaient convaincus que la guerre verrait renaître une Italie triomphante. Une Italie qui aurait son empire en Afrique et une place à la table des grandes nations européennes. La défaite de Caporetto révèle au monde entier la faiblesse militaire de l'Italie. Elle semble sur le point d'être évincée de la guerre, un pays menacé par la ruine. Mais un homme va rallier l'opinion à la défense du pays. Benito Mussolini, un journaliste de 36 ans. À l'origine, c'était un socialiste révolutionnaire et un pacifiste fervent, jusqu'à ce qu'il décide de soutenir l'entrée en guerre de l'Italie. Il s'engage volontairement en 1915 et se bat sur le front avant d'être grièvement blessé pendant des manœuvres. Il rejette la faute du désastre de Caporetto sur ses anciens amis du Parti socialiste qui, par leurs campagnes pacifistes incessantes, ont sapé le moral des troupes. Le Parti socialiste italien refusait que l'Italie entre en guerre, jugeant qu'il s'agissait d'un conflit capitaliste où les marchands de canons et les plutocrates envoyaient les gens se faire tuer pour leur profit. Les anciens camarades de Mussolini deviennent alors ses ennemis jurés. L'après Caporetto marque un nouveau tournant dans son évolution idéologique et le voit passer du socialisme au nationalisme. Pour lui, désormais, la seule chose dont l'Italie a besoin est une forte discipline intérieure pour lutter contre les attaques des Autrichiens et surtout contre ses ennemis à l'intérieur du pays. C'est à ce moment-là que Mussolini entre en guerre contre les socialistes. Mussolini déteste aussi le Vatican et les nombreux pacifistes catholiques qui s'opposent à la guerre. À ses yeux, ils ont trahi l'Italie et poignardé l'armée dans le dos. Cet effondrement militaire colossal est une humiliation terrible pour tous les patriotes qui s'empressent d'en faire porter la responsabilité à la propagande socialiste et catholique en disant « Les ennemis de la nation ont sapé le moral de l'armée, ce sont des traîtres qu'il faut éliminer ». Dans le même temps, à Crémone, dans le nord du pays, un cheminot du nom de Roberto Farinacci méprise les Italiens ralliés au communisme qui vient de prendre le pouvoir en Russie. L'Italie est en danger à cause de tous ces esprits subversifs. Partout, les masses imprégnées de théories fausses insultent le pays et chantent les louanges de la Russie. Avant la guerre, Farinacci n'avait jamais été un extrémiste, contrairement à Mussolini. C'était un réformateur socialiste qui défendait farouchement l'intervention militaire de l'Italie. Il s'était battu brièvement, mais courageusement, avant d'être rappelé à Crémone. En tant que cheminot, il était considéré comme un travailleur indispensable. Mais l'humiliation de Caporetto le transforme en nationaliste violent.
Une de ses premières cibles est l'avocat catholique Guido Miglioli, député de Crémone et ouvertement pacifiste. Farinacci écrit à son sujet « Cet homme a répandu son poison dans toute la région, incitant les femmes à commettre des actes de sabotage, les hommes à déposer les armes, et le peuple à se soulever comme en Russie. Il méritait bien pire. Il méritait d'être anéanti à jamais. » Pour rassembler des troupes après Caporetto, le gouvernement promet des terres aux paysans et du travail aux autres. Cette mesure regonfle le moral de l'armée et avec l'aide des Alliés, l'Italie est finalement victorieuse en 1918. Mais l'euphorie de la victoire ne dure pas longtemps. Contrairement à ce qu'elle escomptait, l'Italie n'obtient aucun empire en Afrique et seulement quelques territoires le long de ses frontières. Bientôt, le pays est en proie à la colère et au désespoir. Et partout rôde la peur du communisme. Ettore Ovazza, le riche banquier turinois, est furieux de voir ce qu'est devenue la ville qu'il aime tant. Il ne voit pas la société disciplinée à laquelle il aspirait, mais l'horreur d'une révolution communiste potentielle. Dans les rues règne une ambiance quasi insurrectionnelle avec émeutes et pillages. Les classes moyennes craignent d'être dépouillées de leurs biens. Ettore Ovazza redoute que les révolutionnaires ne déchirent son pays bien-aimé. Il écrit dans son journal « La haine politique se répand comme une traînée de poudre. Depuis les villes contaminées, les intrigants partent semer les germes de la lutte des classes dans les campagnes. Les jeunes qui rentrent chez eux fiers d'avoir combattu avec honneur, fortement meurtris dans leur chair, sont rejetés et mis à l'écart comme des coupables. Et ce cri d'angoisse a été entendu par un homme estimable entre tous, Benito Mussolini. Il faut que le désarroi soit grand chez beaucoup de familles de la classe moyenne, comme les Ovazza, pour qu'elles accordent leur confiance à un homme comme Mussolini. Car c'est un extrémiste qui reste opposé à l'Église catholique et à la monarchie. Mussolini a baigné dans la politique dès son plus jeune âge. Il est né en 1883 en Romagne, dans le nord-est de l'Italie, une région marquée par une tradition d'extrême gauche. Sa mère était institutrice, son père forgeron et socialiste. Ils ont prénommé leur fils Benito en l'honneur du révolutionnaire mexicain Benito Juárez. À l'école, il s'est montré turbulent et violent. Il a même été renvoyé pour avoir blessé un camarade d'un coup de couteau. Plus tard, il est devenu instituteur, mais en dépit de sa réputation de dur, il a été révoqué pour incapacité à maintenir la discipline dans sa classe. C'est alors qu'il a découvert le journalisme et le socialisme révolutionnaire. Après la Première Guerre mondiale, le socialiste se transforme en nationaliste, mais sans pour autant renier son idéal d'action violente. Le 23 mars 1919, Mussolini et 200 personnes, pour la plupart des anciens soldats déçus, se rassemblent sur la place San Sepolcro à Milan. Ils forment un nouveau mouvement nationaliste, Fasci Italiani di Combattimento, les faisceaux de combat d'Italie. Les faisceaux, emblèmes des licteurs romains, sont synonymes de la force dans l'unité. Mais l'ajout du mot « combat » montre bien les intentions agressives du mouvement dès sa fondation. Mélange de nationalisme virulent et de socialisme, son manifeste réclame la journée de 8 heures, la retraite à 55 ans, un salaire minimum et plus de terres pour les paysans. Mais Mussolini rêve toujours de renverser ce qu'il considère comme une démocratie libérale décadente.
Et il n'est pas le seul. Le célèbre poète Gabriele D'Annunzio fait preuve d'un